Salut tout le monde et bienvenue dans 101% du mardi 26 avril, c'est la fête. Aujourd'hui on retrouvera une critique, ce sera Conduite 2, c'est le FPS de la Wii, ainsi que Mon souvenir temps perdu et Rétro Magique avec un jeu sur Saturn, mais tout de suite je vous propose de regarder les news. Dresseurs, dresseuses, vous qui avez attrapé, entraîné et chouchouté tous les Pokémon, vous qui avez battu tous les champions d'arène et anéanti la ligue, voici un nouveau challenge. Un championnat vient de débuter où des joueurs d'Europe et des États-Unis s'affronteront pour décider qui est le meilleur dresseur. Ça commence le 4 juin en Europe avec des tournois nationaux dont l'objectif est de gagner une place pour la finale à San Diego, aux États-Unis, se passant entre le 12 et le 14 août. Pour plus d'informations sur les modalités de participation, rendez-vous sur le site www.pokemonvgc.com. Ça y est, voici enfin la vidéo de Trackmania 2 Canyon, le nouvel épisode du jeu de course massivement multijoueur. L'occasion pour Nadeo d'améliorer sa copie avec un mode 2 joueurs en écran splitté et un éditeur de niveau enrichi. On n'a pas de date de sortie précise et nous nous contenterons d'un vague 2011 pour le moment, mais les infos devraient commencer à pleuvoir d'ici quelques semaines. Triste nouvelle pour les fans de Fumito Ueda. La compilation des deux premiers titres du monsieur, Ico et Shadow of the Colossus, prévue pour le printemps, ainsi que sa prochaine production, The Last Guardian, prévue pour cet hiver, sont tous deux repoussés à une date ultérieure. Fumito Ueda a tenu à rassurer les joueurs en disant que si ces reports ont lieu, c'est pour assurer la qualité du contenu et la difficulté de The Last Guardian. Et même si, au fond, il a raison, on ne peut pas s'empêcher d'être triste à l'annonce de cette nouvelle. Il faudra donc attendre 2012 pour pouvoir jouer au jeu de la team Ico. Et voilà Tipa que la Wii qui est censée être moribonde nous sort un FPS donc Conduite 2 et ce sera donc la critique de ce superbe 101%. This is it. This is what we've been looking for. Malgré une volonté manifeste de bien faire, The Conduite n'a pas répondu aux espoirs placés en lui lors de sa sortie en juillet 2009. Alors qu'il avait calibré sa campagne de com pour séduire les joueurs frustrés par la ludothèque de la Wii, ce FPS co-signé par High Voltage Software et Sega aura surtout suscité une certaine indifférence, comme un premier tour de cantonal. Pas découragé par ce cuisant échec, le studio américain remet aujourd'hui le couvert avec une suite sobrement baptisée Conduite 2, toujours en exclusivité sur Wii. Voyons si ce dernier réussira là où a échoué son prédécesseur. As long as Adams is still alive, he's a threat. I'm the only one who can stop him. Conduite 2 aurait pu débuter dans un monde que Michael Ford, le héros, a pacifié suite aux événements du premier épisode. Un monde où il relaterait ses exploits lors de flashbacks au teint de sépia, signe d'une triste époque révolue. Un monde où il fait bon vivre, mais où, soudainement, tout basculerait, à grand renfort d'explosions et de caméras qui s'agitent. Oui, Conduite 2 aurait pu nous introduire son background de cette manière. Mais il n'en saura rien, et pour cause, le titre de High Voltage Software reprend purement et simplement là où son aîné s'est arrêté, dans un portail dimensionnel. Cette fois-ci, Michael Ford atterrit sur une plateforme pétrolière, toujours déterminé à en finir avec John Adams, l'alien qui contrôle secrètement les États-Unis depuis quelques siècles. Autant dire que l'aventure débute tambour battant, quitte à égarer les joueurs dans un univers inconnu où se développe une trame on ne peut plus banale. Bien qu'ils ne soient pas nombreux sur Wii, les FPS se sont inventés grâce au couple Wiimote Nunchuk, une prise en main tout à fait inédite qui fait même des émules aujourd'hui. Concrètement, pointé sur le téléviseur, la télécommande de Nintendo fait apparaître un réticule qui permet d'ajuster ses victimes. En l'orientant sur les bords de l'écran, c'est le personnage qui se met alors à pivoter dans la direction indiquée. Grosso modo, la Wiimote émule une souris, là où le stick analogique du Nunchuk permet de faire bouger son avatar, comme le feraient les touches d'un clavier. La formule commence à être connue, elle fonctionne plutôt bien et l'ajout optionnel du Wii Motion Plus offre même un petit regain de précision.
Sans surprise, Conduite 2 se montre alors, comme son aîné, plutôt efficace dans sa prise en main. Mais parce que près de 2 ans les séparent, il fallait bien que les développeurs intègrent une petite batterie de nouveautés. La plus importante concerne la disparition de la barre de vie, au profit d'un système identique à ce que propose n'importe quel shooter en 2011. En conséquence, le gameplay s'en trouve légèrement chamboulé, puisqu'on aura tendance à fuir le combat, le temps que notre héros se régénère automatiquement. Et il faut croire que les gars de High Voltage Software ont pensé à tout, puisqu'il est désormais possible de sprinter. S'ils ne proposent toujours pas de cover system digne de ce nom, Conduite 2 fait tout de même un pas dans cette direction. Dans cette suite, Michael Ford est capable de renverser des éléments du décor pour se planquer derrière. Un véritable signe d'espoir qui fait croire qu'en cas de suite, le Game System intégrera enfin ce standard imposé par Gears of War depuis... Ah oui, 2006 quand même. Bon ok, on est taquin, mais il faut reconnaître qu'avec un level design largement composé de couloirs, et donc des ennemis qu'on affronte souvent de face, la présence d'un système de couverture nous paraît on ne peut plus légitime, pour ne pas dire naturel. Autre inconvénient, les prises au corps à corps s'exécutent une fois encore via une petite secousse de Wiimote, ce qui est tout sauf pratique. Si l'utilisation de l'œil pour hacker ou activer divers mécanismes ne surprendra pas les fans de la franchise, ces derniers seront en revanche agréablement étonnés de voir l'explosion du contenu multijoueur. Parmi les nouveautés notables, on retiendra le mode Invasion, un équivalent du mode Horde de Gears of War, qui est jouable jusqu'à 4 en ligne ou en écran splitté. Naturellement, tous les grands classiques du FPS multijoueur sont repris pour le mode online, qui autorise jusqu'à 12 joueurs en simultané. Malheureusement, on ne pourra pas vous renseigner sur l'efficacité des serveurs, la version debug qui a servi à l'élaboration de cette critique ne nous permettant pas de jouer en ligne. À l'heure du contrôle technique, Conduite 2 s'en tire à nouveau avec les honneurs. Certes, ce n'est pas spécialement beau, et on n'aurait pas dit non à du 60 images par seconde. Mais il faut reconnaître qu'on se retrouve là dans le haut du panier de ce qu'est capable de nous proposer la Wii. Maniable et relativement complet, le dernier né des studios de High Voltage Software suinte clairement l'amour porté par ses géniteurs. Malheureusement, on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche, et si Conduite 2 s'avère être un FPS plutôt honnête, on est en droit de prétendre à bien mieux en 2011. Avec une IA ennemie qui laisse encore à désirer, sa direction artistique ultra générique, l'absence de moments de bravoure ou encore de cover system, Conduite 2 fait pâle figure face aux cadors du genre. Ajoutez à cela un solo assez court et un multi qui a tout à prouver, et vous comprendrez que Conduite 2 n'est au final qu'un FPS tout juste sympa, comme l'était le premier épisode en son temps. Quickly, or these men are going to kill you. Il m'est arrivé de devoir expliquer à un aveugle, qu'est-ce que je raconte, comment servir d'un MP3. Et ben c'est super difficile. Alors sachez qu'il y a des MP3 spéciales pour les non-voyants qui existent, et ben c'est tout aussi difficile à comprendre comment ça marche. Je vous propose de regarder mon souvenir. Boku no 思い出のゲームは、ファミコンで、国尾くんの熱血格闘伝説っていうものなんですけど、自分で名前と生年月日を入れればプロフィールが変わってステータスも変わってパンチ力とか投げ技の威力とか変わるんですけど、まあ僕ちっちゃい頃よくわかんなくてすぐに説明書をなくしちゃって、で適当にもう選んだり相手のコンピューターのプロフィールを勝手に打ち込んで強くしたりして楽しんでました。でそのゲームは2人でもできるんで、友達を呼んで2人で仲良く対戦したりして遊んでましたね。はい。
Alors, vous voyez, les MP3 pour non-voyants, c'est rigolo parce qu'en fait, ça marche comme une structure par dossier, comme sur un PC. Donc, vous avez plusieurs dossiers, musique, ensuite vous descendez dans chaque artiste, etc., etc., et vous cliquez jusqu'à voir la musique. Et il y a plusieurs choses. Il y a des agendas, il y a aussi des mémos vocaux. Vous pouvez aussi lire des textes et tout est parlé. En fait, la machine parle à chaque fois que vous êtes dans un endroit des dossiers. Et alors, c'est super difficile parce que, par exemple, si votre ami non-voyant a probablement eu très peu l'occasion de voir des PC tourner. Donc, la hiérarchie en dossier, c'est quelque chose, qu'un concept pour expliquer ça à un non-voyant, c'est vraiment pas facile. Et donc c'est pour ça que parfois, ce petit objet, qui pourtant est fort utile, est difficile d'accès même pour les non-voyants. C'est dommage, ça rate un peu la cible, c'est peut-être pour les non-voyants geeks, parce que je sais que ça existe, je connais des non-voyants qui, par exemple, utilisent des iPhones, et ça c'est quand même la classe. Enfin bref, c'était une petite parenthèse, et puis maintenant on n'a qu'à regarder Temps perdu. Bonjour, le litre d'essence à 2 €, vous ne vouliez pas en rêver? Vous l'aurez bientôt sur le dos. Mais alors, que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps perdu. Le mieux est l'ennemi du bien, paraît-il, et trop de trucs tue le truc, sans parler du fait qu'à la fin elle se casse, et même que Kaelo ne croit Kaelo, mais ça, c'est une autre histoire. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, ça sera peu de texte, mais plein de jeux. Voilà. Et n'étant pas encore millionnaire, bon, je sais, ça n'a aucun rapport, mais bon... N'étant pas encore millionnaire, disais-je avant d'être interrompu par moi-même, je ne joue pas au golf. Non, même pas sur la Wii bidule et encore moins avec un tigre des bois. Alors du coup, je balance des babales dans des trous sur le net et c'est bien. Les merveilleux géniteurs de Samorost et Machinarium travaillent. Ils travaillent, mais ils savent aussi se faire plaisir. Et pour se faire plaisir, ils sortent des petits jeux rapides, mais bien foutus et complètement barrés. Ainsi, avec Osada, il est possible que nous ayons atteint un certain niveau de n'importe quoititude. Bon, c'est du point and click classique, mais comment dire? Non, je vous laisse vous faire votre propre idée. Les lapins, s'ils ne se coincent pas les doigts dans les portes du métro parisien, ont tendance à traverser la route en dehors des clous. Du coup, ce qui devait arriver arrive, et la kawaii attitude n'y changera rien. Du coup, nos amis à poil décident que ça commence à bien faire et qu'ils vont prendre leur revanche sur nos véhicules motorisés. À vous donc de balancer leur écolocar au milieu de la circulation en espérant faire un maximum de dégâts. Gentiment fun. Comme tout le monde, ou personne, je sais plus, je n'ai pas d'amis. Non, c'est trop difficile à gérer, puis en plus, il faudrait que je sorte de chez moi pour les voir, alors bon... Mais sur la toile, il y a plein de gens qui sont super potes entre eux, et ça c'est trop bien. Pas très réaliste, mais trop bien. Et parfois, ils ont l'idée de se mettre ensemble pour faire des jeux. C'est le concept de Everybody Edit. Tout le monde peut participer à la création de ce jeu, et ce, en direct. S'il est ouvert, vous pouvez commencer à tester un niveau alors qu'il est toujours en construction. Mieux, vous pouvez vous-même modifier le tableau en fonction de vos envies. Pas très clair? Disons que c'est un joyeux bordel où tout le monde peut créer son niveau et modifier celui des autres tout en jouant. Bon vous avez qu'à essayer après tout. J'ai la hantise des jeux de Formule 1. Dans mon ancienne vie, parfois le patron il arrivait et il disait les gars, il y a le nouveau F1 qui est arrivé, qui c'est qui veut faire la saisie? S'ensuivait généralement une demande de démission en masse. Parce qu'il faut bien le dire, les jeux de Formule 1 c'est insupportable. C'est du gravier à ne plus savoir qu'en faire, des murs dans la tronche à chaque virage, et une 12e place quoi qu'il arrive. Mais là, Formula Racer de Turbonuke, ça va. Sur le net, on court beaucoup. Ce qui ne veut pas dire qu'on fait du sport, attention. Mais depuis quelque temps, les jeux où il s'agit de foncer droit devant en évitant des trucs pullulent. Dernier en date, Flood Runner 3 reprend la recette avec beaucoup d'efficacité et surtout beaucoup de bonus. En effet, quand d'autres se contentent de vous laisser tracer votre route, là au moins vous aurez le loisir de ramasser quelques petits items qui rallongeront d'autant votre pérégrination. Du coup, ça dure un peu plus longtemps et ça, avouez-le, ça tombe plutôt bien, car il ne faudrait surtout pas oublier que, pour gagner plus, jouer plus. Vous voyez, par exemple, sur No Life, on était super fiers de la VO. Et on est toujours super fiers, on trouvait ça absolument formidable, respect du droit d'auteur, etc. Du droit d'auteur, des auteurs, pardon. Et forcément, pour les non-voyants, c'est pas quelque chose de génial, parce qu'ils peuvent pas les lire, les sous-titres. Si on avait de l'argent, évidemment, on pourrait faire de la VF, puis de la VO, mais ça, c'est pas pour tout de suite encore. Enfin, c'est pas grave, au moins les malentendants, eux, ils sont contents. Si on retrouvait Retro Magic, ce sera un jeu sur Saturn, et la Saturn, Dieu que c'est bien cette console.
célèbre game designer, Yuichi Hiroshi commence sa carrière chez Konami en 1989, où il travaille sur un certain nombre de jeux d'arcade, comme ce qui est à ce jour la meilleure version des Simpsons, The Simpsons Arcade Game. En 1992, Yuichi-san et un certain nombre d'employés de Konami, comme Maegawa Masato et Hanzawa Norio, prennent leur baluchon et s'en vont former une nouvelle compagnie, Treasure. Premier jeu et premier succès critique, Gunstar Heroes sort sur Mega Drive en 1993. Après Yu Yu Hakusho, Alien Soldier et Light Crusader, Yuichi quitte Treasure pour Time Warner Interactive. Son histoire avec Warner tourne au vinaigre, il s'en va après 2 ans, peu en phase avec les pratiques de l'entreprise. Il est alors réintégré à Treasure et commence un nouveau projet en tant que directeur, Radiant Silvergun. Que reste-t-il alors de son travail pour la Time Warner Interactive ? Il ne reste qu'un jeu issu de la collaboration entre Yuichi Hiroshi et Time Warner Interactive. Shinrei Jusatsushi Taromaru, souvent traduit par Psychic Killer Taromaru. Très rare, le jeu n'a été tiré qu'à 7500 exemplaires, d'où son statut quasi mythologique d'œuvre obscure. Sa cote exorbitante ne facilitant pas sa diffusion dans le rétro gaming, que vaut vraiment Taromaru ? L'histoire de Taromaru n'a strictement aucune parenté avec Marcel Proust, sur le fond comme sur la forme. Tout tient sur un ticket de métro. Le Japon féodal vit une période de trouble. Le ninja Taromaru voit sa fille se faire kidnapper par des forces du malin. Son enlèvement n'est pas un cas isolé puisque c'est toute la gent féminine qui est embarquée dès la séquence d'introduction. Notre héros, ce tueur, part donc arracher sa fille à ses ravisseurs. Dans sa quête, le bonze Enkai peut l'épauler, prétexte à une aventure à 2 joueurs simultanés. Bon, Taromaru ne brille pas par sa narration et son intrigue, mais Yuichi est avant tout un conteur taille pixel et manie le langage du jeu. Ainsi, la première surprise, c'est l'absence du découpage en stage. Taromaru n'est qu'un seul stage à lui seul. Cette découpe s'avère être un exercice périlleux. Comment varier les phases de jeu tout en restant cohérent ? Du début jusqu'à la fin, on tourne autour du village qui s'avère être un excellent argument pour varier les environnements. Taromaru doit se frayer un chemin à travers forêts, rivières, plaines, rues embrasées, châteaux. Cette diversification des lieux autorise en outre à Yuichi et son équipe une grande liberté dans le game design. On peut dire qu'ils ne se sont pas privés. On retrouve aussi tout le soin qu'Yuichi peut apporter au game design par l'extrême variété des séquences de jeu et l'inventivité du gameplay. Moins subtil que dans Radiant Silvergun ou Ikaruga, les boss sont tout de même de beaux exemples de la créativité des développeurs. Par exemple, cet affrontement contre un samouraï dont l'âme se faufile dans l'un des compartiments de l'armure. Pour l'atteindre, il faut toucher la partie où se cache précisément l'âme. Le gameplay de Taromaru est aussi original. Exploitant sur la forme le filon du registre Japon féodal, ninja et samouraï, il s'en dégage sereinement. Les 2 protagonistes n'ont ni katana ni autre shuriken, mais seulement leur force psychique pour progresser. D'où le titre anglais du jeu Psychic Killer. Enkai possède une allonge psychique plus importante, mais Taromaru est plus puissant. Avec un système de verrouillage, vous choisissez votre cible et lui lancez des sortes de décharges. La première lave le cerveau de vos ennemis qui se rangent alors à vos côtés. Impossible toutefois de créer une armée pour vous protéger. Vous n'avez le droit qu'à un seul allié. Cette commande est donc peu utile en soi. La seconde décharge, quant à elle, est offensive. À cela s'ajoutent d'autres commandes, un dash pour esquiver ainsi qu'un bouclier indispensable pour maîtriser Taromaru. Cette mécanique rappelle celle d'un rail shooter comme Sin and Punishment. D'une part on lock, de l'autre on esquive tout en maintenant son attaque. Ce qui permet de garder à la fois un œil sur l'offensif et le défensif sans s'en mêler les pinceaux. D'autant que les situations peuvent se complexifier et engagent le joueur à faire des choix stratégiques. Heureusement, le système de verrouillage est efficace et l'on peut changer instantanément de cible en pressant les gâchettes de la manette Saturn. Ce boss par exemple met à contribution cette fonction. Il faut lui envoyer des flammes qu'il peut lui-même intercepter et vous renvoyer. Dans cette partie de ping-pong, il va falloir être plus rapide que lui en le mitraillant de flammes à l'aide du système de lock. Le jeu est donc bien dans une logique très arcade, il y a du par cœur et un appel au score. Il faut donc bien appréhender les mécaniques de Taromaru pour en tirer toute sa profondeur. Car le seul reproche que l'on pourrait lui faire, c'est sa durée de vie, à peine une petite heure. Ce qui est considérable pour un titre arcade, mais maigrelet pour un jeu sur console. N'oublions pas qu'il s'agit là d'un portage STV sur Saturn, donc d'un titre pensé à la base pour une borne. Lorsqu'on demande à Yuichi d'où lui est venue l'idée de faire Radiant Silvergun, il répond placidement « j'avais envie de faire un shoot ». Taromaru concentre déjà quelques points que l'on aperçoit dans ses shoots postérieurs et plus généralement dans les productions Treasure. On retrouve dans Taromaru des boulettes suicides renvoyant tout droit au shoot. D'ailleurs, le jeu de Warner concentre beaucoup de boulettes pour un jeu d'action plateforme. Car oui, il y a un certain air de shoot.
Par exemple, votre attaque n'est pas en auto-fire. Il faut donc marteler le bouton afin d'optimiser votre vitesse de tir, un art qui rendit jadis célèbre un certain Takahashi Meijin. La balance entre le bouclier et la charge lorgne entre le air-type, ou les shoots plus contemporains à sa sortie. Le timing est donc très important, et devient progressivement naturel, en particulier dans la gestion du bouclier qui permet aussi de se stabiliser en l'air. À l'instar d'un shoot, il faut donc temporiser l'action et compter sur vos seuls réflexes et habiletés. Idem, on fait des sortes de chaînes, notamment quand des lignes ennemies traversent l'écran. Bien sûr, Taromaru n'est en aucun cas un shoot, mais on remarque déjà des idées empruntées qu'Iuchi affirme ici et sublimera par la suite. Dans son jeu suivant, Radiant Silvergun, il reprend quelques principes issus de Taromaru. L'absence de stage véritable, l'enchaînement de boss, et la balance faite entre l'action et le puzzle. Un équilibre entre gameplay et game design. Les références de Psychic Killer ne sont que partiellement issues du shoot. On pense par exemple à Mystic Defender, sorti en 1989 sur Mega Drive, dont l'univers et le gameplay pourraient être une source d'inspiration. Le héros évoluait dans un Japon matiné de culture païenne, avec pour arme un tir-me lointain ainsi qu'une charge. Mais la filiation avec Alizia Dragoon de Game Art, sorti en 1992 également sur la 16 bits de Sega, est encore plus évidente. Dans ce jeu d'action, le joueur bénéficie également d'un système de verrouillage, élément de gameplay rarissime dans un jeu d'action à défilement horizontal. La réalisation est aussi l'une des plus fines sur STV. Les concepteurs n'ont pas été trop gourmands dans l'affichage 3D et l'utilisent à bon escient. Aujourd'hui encore, c'est d'une remarquable fluidité, les décors vieillissent comme un bon vin. La musique étouffe sournoisement l'intensité de l'action par son calme rigoureux. Du petit lait donc, aussi bien remarquable sur le plan technique qu'artistique. Le jeu est aussi bien gore, mêlant effets sanguignolants et joyeuses explosions d'entrailles à ciel ouvert. Loin du Japon bucolique, ici tout est favorable aux ambiances malsaines. Vous entrez par exemple dans le ventre d'une grenouille géante, fraîchement morte et déjà grouillante d'infections et de vers affamés. Taromaru jouit d'un level design particulièrement innovant. Si aujourd'hui la 2D ennemie s'est bien installée, à l'époque, faute de véritables modèles, Iuchi avait su faire preuve d'une grande inventivité. Se débarrassant des règles traditionnelles du genre codifié de l'action ninja, le game designer japonais allait transgresser les assises et poser les bases du renouveau de Treasure. Après Gradius 5, son dernier jeu pour la célèbre firme, Iuchi quitte la maison pour devenir indépendant. Il continue tout de même de travailler avec ses anciens de Konami, notamment sur le portage d'Ikaruga pour le XBLA. Petit au revoir, n'oubliez pas surtout vous qui êtes voyants et pas handicapés de ranger vos poubelles et de laisser les trottoirs libres afin que les gens puissent circuler, on l'oublie trop souvent. Je vous embrasse et bah dis donc, qu'est-ce que j'ai été bien aujourd'hui. Trop civique.